Il y a déjà un bon nombre d'années que je m'occupe personnellement des pyramides. Cela remonte peut-être à plus de 40 ans. Lorsque j'ai commencé, ce n'était pas du tout évident. J'étais interpellé par certaines choses qui euh, faisaient que j'avais besoin de pressentir autre chose que ce qui nous était conté à travers les ouvrages, les historiens, quelque chose de moins vague qui pouvait asseoir la réputation de ces pyramides. Ce qui m'interpellait surtout, c'était le fait qu'on les présentait comme étant des tombeaux, alors que rien ne laissait supposer qu'ils étaient cela, de par leur volume, leur dimension, et puis surtout, il n'y avait strictement aucun écrit à l'intérieur, aucun cartouche qui pouvait valoriser celui qui avait été censé construire ces bâtiments. Même si on le taxait de mégalomane, justement, il aurait dû garnir de hiéroglyphes toutes les parois de cette pyramide à l'intérieur. Ce n'était donc pas le cas. Et puis, faire une chambre mortuaire qui tiendrait plus de 3000 fois dans le volume même de la pyramide, ça paraissait insensé. Il n'y avait pas que ça d'ailleurs, il y avait le fait que les Égyptiens nous ont habitués à traiter les moindres choses, alors que l'histoire même des pyramides, la manière dont ils les auraient construites, il n'y a strictement rien. Non seulement aucune momie n'a jamais été découverte dans les pyramides, ce qui est un fait, mais nous pourrions avoir des bas-reliefs, des stèles et quelques papyrus qui nous content cette histoire ou qui nous dépeignent la façon dont elles ont été construites, dont on a acheminé les blocs de pierre énormes d'un endroit à l'autre, et parfois de 800 kilomètres, comme c'est le cas à Assouan, le plateau de Gizeh. Alors, tout cela pose d'énormes points d'interrogation. Il semblerait que les archéologues spécialistes de la question s'en satisfassent, mais tout de même, lorsque on se penche véritablement sur le problème, on ne peut pas trouver de solution satisfaisante. Il faut donc penser à autre chose. Donc, nous avons commencé à faire des recherches sur les distances, sur les hauteurs, sur la valeur des couloirs, des chambres qualifiées de mortuaires et toute autre chose. Ça nous a donné des résultats assez probants pour que nous puissions continuer et établir des données qui se sont révélées avec le temps des grandes constantes universelles. Alors ça, c'était tout à fait étonnant. Donc, avec ces constantes universelles, nous avons pu faire d'autres recoupements qui nous ont amenés non seulement sur la grande pyramide qui était l'objet de nos découvertes au départ, mais de ces trois monuments pyramidaux qui trônent et qui sont le plus connus au monde, n'est-ce pas, sur cette nécropole. À partir de là, nous avons établi des croquis, des schémas, des plans. Tout ça a demandé énormément de temps, énormément de lecture, d'analogies, de paramètres d'intérêt mathématiques, géométriques, cosmologiques aussi, puisque nous avons fait des relations avec les étoiles, principalement la constellation d'Orion, et son transport. Alors d'autres avant nous avaient fait cette démarche. Je cite Robert Bauval à dessin, car ça a été un précurseur. Il avait établi la projection de ce baudrier d'Orion, n'est-ce pas, sur les trois pyramides de Gizeh. Alors nous avons pu, avec ce que nous avons découvert, voir combien la chose était judicieuse. Et malgré les décalages que nous avons pu observer, il ne fait aucun doute que cette projection était tout à fait judicieuse et qu'il fallait la faire valoir, mais elle demande tout un développement que nous avons pu mettre au point qui justifie parfaitement,
aux yeux des archéologues contestataires, qui justifie parfaitement la chose. Nous avons imaginé que cette étoile Bellatrix et cette étoile ici qui s'appelle Rigel, eh bien, entre ces deux étoiles, nous avons imaginé le côté de la pyramide de Khéops. Le côté. À partir de cet instant, il nous suffisait, puisque c'est un rectangle, de faire un effet miroir et d'obtenir quoi? Un carré. Et en plus, qui plus est, passer par Zaïf. Donc ça nous donne 90 degrés absolus. Alors ici, si on met un petit toit, ce n'est pas n'importe quel toit, pour différentes raisons, mais surtout une, il fait 144 degrés. Les 144 degrés bibliques et tout, que l'on voit dans beaucoup de textes anciens. Alors ici, nous avons en quelque sorte le carré base de la grande pyramide, sur lequel nous allons pouvoir travailler. Si on rejoint les étoiles telles qu'elles figurent ici, c'est-à-dire les étoiles cadres, eh bien nous obtenons une croix, la fameuse croix de Saint-André classique que nous connaissons tous. Mais ce que nous connaissons moins, c'est ceci. Les angles de la pyramide nous donnent, les angles de la croix, de cette fameuse croix d'Orion, nous donnent 51, 51, 14. Alors vérifié mathématiquement par des mathématiciens et autres. Nous obtenons pour le reste, puisque nous avons 360 degrés du cercle, nous obtenons pour le reste 2 fois 51, 14, et puis 2 fois 76, 17. Alors nous allons voir tout ce que cela représente. Faisons venir en 3D, par exemple, le module de la pyramide, qui se présente comme cela. Nous allons voir que les parties or, par exemple, se situent au niveau des apothèmes, en bas, et qu'ils font véritablement 51, 51, 51, 4 fois 51, ok? Et que les 76, eh bien, ce sont les deux du haut. Ce sont les deux qui forment le sommet de la pyramide. Il n'y en a besoin que de deux, puisque ça fait cela, n'est-ce pas? Et notre pyramide est construite avec Orion, avec une précision absolument folle. Effectivement, on peut se poser la question, il y a plusieurs réponses. L'ont-ils vu dans le temps? Et puis l'affaire telle qu'elle est construite aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que c'est une sorte de consensus, c'est une convention à l'échelle universelle, puisque les mêmes choses sont enseignées dans toutes les universités. Alors on peut supposer que toute découverte qui aurait risqué d'enrayer ce processus n'était pas appropriée et qu'on les a évincés, volontairement ou non, qu'on les a scotomisés en quelque sorte, ou alors qu'aucune découverte de ce type qui aurait vraiment bouleversé les choses n'a été tentée. Pour le faire, il aurait fallu sortir des sentiers battus qui sont la recherche sur le terrain de découvertes sensationnelles qui auraient pu tout remettre en question et partir sur des bases beaucoup plus théoriques. C'est ce que nous avons tenté de faire pour établir des relations tout à fait autres, des relations beaucoup plus subtiles avec le cosmos, avec notre environnement stellaire, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, la Terre, et tout cela dans un but qui nous échappe partiellement. Nous pouvons concevoir que ces gens, ces réalisateurs, ont fait cela dans l'intention de lancer un message à l'humanité. Et ce message, qu'était-il? Eh bien, il avait des résonances justement d'ordre mathématique, d'ordre stellaire, cosmique, et il cherchait à nous instruire, semble-t-il, d'une relation à établir entre le ciel et la terre. Chose que nous avons perdue, maintenant nous sommes rivés à la matérialité et nous ne voyons que ça, et nous avons perdu, ou nous avons plus ou moins éloigné de nos états de pensée ce qui nous semble tout à fait nécessaire
à l'esprit humain cette relation du pourquoi nous sommes ici sur Terre en tant qu'être humain, notre raison d'être en quelque sorte. Nous avons bien une nécessité à être, qu'elle soit familiale, professionnelle, sentimentale ou autre, mais nous n'avons pas une profonde raison d'être. À mon sens, ils ont essayé de nous signifier cela à travers justement des rapports d'harmonie qui font que on peut lier ce qui existe sur Terre d'une manière patente avec ce qui est très subtil et que l'on peut supposer comme tel. Alors, tout cela n'est pas du tout évident à trouver, il faut le découvrir à travers des mesures, à travers des équations. Je vous parlais justement de grandes constantes universelles, eh bien nous retombons sur des critères qui sont ceux-là, n'est-ce pas? L'exploitation du nombre pi, des racines de 2, de 3, de 5, des nombres qui sortent absolument de l'ordinaire et qui sont à découvrir, mais qui se révèlent des grandes constantes. Le diamètre des deux cercles réalise 1000 mètres 0000. Et la circonférence nous donne bien évidemment le nombre pi, multiplié par x. En ce qui concerne, on pourrait s'étonner en ce qui concerne Mykérinos, qu'elle ne rentre pas dans le jeu, bien si elle rentre d'une manière très subtile, de la manière suivante. Et si nous plaçons une diagonale, voici ce que nous obtenons. Trois milieux assez originaux. Le centre ici, le centre de Képhren, et puis vous voyez le centre ici. Voilà, ça pourrait passer pour des banalités. C'est une haute pensée, car ce qu'il faut concevoir, c'est que le hasard peut rentrer dans une formule, comme cela, bien que ça soit douteux. Il se peut aussi que ça soit une formule pensée. 1, 2, 3, 10, 6, 100. Ça ne peut plus être le hasard. À ce moment-là, c'est une pensée profonde qui nous dépasse réellement, où il faut aller chercher autre chose, c'est-à-dire non pas une science à titre expérimental comme celle que nous exploitons couramment, mais une science d'ordre spatial. C'est comme s'il nous aidait à découvrir un monde parallèle. Pour ce faire, il fallait que ces gens-là aient une intellection, une puissance de raisonnement que l'on peut difficilement imaginer, même de nos jours, c'est-à-dire une sorte d'omniscience qui les plaçait vraiment au-dessus des quotas communs que nous pouvons rencontrer de nos jours. C'était fait, me semble-t-il, intentionnellement, afin d'éclairer une civilisation lointaine, et pourquoi pas la nôtre, puisque sans être totalement en perdition, nous sommes en grand danger, pour savoir comment nous pourrions avoir une sorte de reconversion. Alors, bien sûr, ils auraient pu mettre dans des salles obscures, qui restent peut-être à découvrir d'ailleurs, des papyrus qui expliquent toute une histoire, n'est-ce pas, qui dépeignent une histoire se rapportant à des millénaires. Ils ne l'ont pas fait pour la raison suivante, semble-t-il, qui me semble tout à fait intelligente, c'est qu'ils se sont dit, le jour où des êtres arriveront à découvrir avec des tas de pierres seulement, et avec des distances, des hauteurs, simplement cela, des données qui feront qu'ils pourront les rallier au cosmos, au Soleil, à la Lune, à leur environnement stellaire. À ce moment-là, l'humanité aura franchi un cap peut-être décisif de compréhension et d'évolution. Faisons venir un cercle de quadrature, comme nous avons vu tout à l'heure. Alors nous obtenons ça. Là, la circonférence multipliée par 360 nous donne ce nombre. Multiplié par 100 millions, n'hésitons pas,
Et vu au kilomètre, ça nous donne cela. C'est exactement le rayon du Soleil, avec 1 à la base. Et tout ça est dans la pyramide. Ce résultat équivaut à 362 rayons du Soleil regroupés dans une circonférence de quadrature d'un carré de diagonale 1. Ça aussi, ça nous scotche un peu quand même. Nous pataugeons depuis des années dans le même système qui nous éclaire très peu et qui arrive à être franchement, disons le terme, mensonger, quoi. Et nous ne pouvons pas vivre là-dessus en ignorant ostensiblement des vérités absolument souveraines et mathématiques, c'est-à-dire absolument indiscutables, que nous proposons justement aujourd'hui au grand public. Vous reconnaissez la constellation d'Orion, la plupart d'entre vous l'ont vue, l'ont admirée, surtout bien sûr en Occident, enfin dans nos régions. Oui, maintenant, vers 22h, 23h jusqu'au mois de février, ok, elle est splendide. Donc ici, si nous faisons venir un trait, par exemple, que nous situons empiriquement ici, ça serait la distance en années-lumière que représente cette étoile. Cette étoile est Bellatrix. Hein. Elle nous donne 241 années-lumière. C'est pas rien. Si nous faisons venir une autre étoile, Bételgeuse, et ces distances que je vous indique, ce n'est pas des distances à la Terre, ça serait ridicule. C'est les distances à notre système solaire. Hein, bien évidemment. Alors, faisons apparaître maintenant le reste, pour que ça ne soit pas trop fastidieux. Voici ce que nous avons comme résultat, en tenant compte tout de même d'une chose qui est assez extraordinaire, c'est le fait que l'étoile centrale, qui est ici Alnilam, eh bien, se trouve à 1341 années-lumière. C'est l'étoile la plus éloignée, et elle se trouve au centre de ce baudrier. Et alors, si nous prenons l'idée absolument saugrenue, a priori, de faire le total de ces années-lumière, nous obtenons 5236 années-lumière. Alors vous me direz, pourquoi pas 7828? Oui, ça pourrait être le cas. Mais il se trouve que 5232, 05232, c'est la coudée égyptienne qui construit tous les temples d'Égypte. Tous les temples d'Égypte ont été construits avec cette coudée. Et que, multipliée par 6, elle nous donne le nombre pi. Si vous avez des petites calculettes dans vos poches, vous pouvez le réaliser immédiatement et vous verrez ce qu'il en est. C'est quand même assez extraordinaire, non? Que cette disposition des étoiles dans le ciel soit une référence primordiale pour nous. Alors pourquoi la constellation d'Orion? Eh bien parce que cette constellation, n'est-ce pas, elle a en somme un voyage qu'elle effectue, disons cela simplement, un voyage qu'elle effectue. La constellation d'Orion ne bouge pas dans le ciel, elle est stable. Mais la Terre tourne sur un axe tel une toupie, très très lentement, et elle fait un tour en environ 26 000 ans, hein, 25 920 ans pour faciliter les calculs. Et dans ce laps de temps, elle effectue une sorte d'arc de cercle où elle change au méridien de position. Alors là, c'est des calculs, nous n'allons pas rentrer dans ces calculs, mais c'est absolument merveilleux de savoir qu'elle monte donc dans le ciel comme ça en altitude pendant un demi-cycle de précession, qu'on appelle la précession des équinoxes, et elle redescend de la même façon environ en 13 000 ans. 13 000 ans de montée, 13 000 ans de descente. Et elle arrive à un seuil de 9 degrés au-dessus de l'horizon, nous parlons toujours de Gizeh, hein, de l'horizon de Gizeh, où elle ne descend pas plus bas. Or, ce sont des indices extrêmement précieux, parce que quand on parle de cycle, eh bien, on ne sait pas où prendre ce cycle, puisque un rond, si vous voulez, n'a pas de commencement et pas de fin. Tandis que là, cette constellation nous donne judicieusement un point de départ. Et ce point de départ est situé
à environ 12 000, un peu plus de 12 000 ans de notre ère. Ce qui fait que la pyramide, selon toute vraisemblance, a été construite à cette époque. Et à l'époque de Khéops, il n'y a eu qu'une restauration, une vaste restauration probablement, qui a été prise pour une construction. Alors là, c'est un énorme point d'interrogation auquel, bien sûr, si nous pouvons répondre à beaucoup de choses par les découvertes que nous avons pu faire en tant d'années, eh bien, nous ne pouvons pas répondre à cette question précise. Qui a fait cela? Eh bien, nous n'en savons rien. Hélas, nous pouvons établir que des suppositions. En tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est qu'au sortir du Paléolithique, que des gens d'une intelligence supérieure à la nôtre probablement, parce que même les logiciels aujourd'hui ne nous permettraient pas, n'est-ce pas, de réaliser de telles choses. Nous sommes émerveillés quand nous faisons des découvertes. La première chose qui nous surprend le plus, c'est de constater que, voyez, nous comprendrions qu'il peut y avoir un assemblage, aussi subtil soit-il, d'un conditionnement de 2, de 3, de 4, de 10 peut-être encore, qu'il faudrait des logiciels appropriés que nous n'avons pas forcément. Mais quand on arrive à des centaines de recoupements harmonieux, absolument parfaits, qui répondent aux mêmes critères. Les pyramides ne se déplacent pas pour ça. Et si elles s'étaient déplacées simplement parfois de quelques centimètres théoriques, ça changerait complètement l'état des choses. Donc elles sont figées dans un état qui correspond à de véritables merveilles d'enchaînement harmonique. Comment pouvait-il avoir ça? On ne peut pas, à mon sens, assimiler ces gens aux Égyptiens, par exemple, tels que je parle des Égyptiens anciens, bien sûr, de ceux que l'on nous dépeint, ne serait-ce qu'à l'époque de Khéos, c'est-à-dire 3500 ans avant notre ère. Ces gens-là n'avaient pas les dispositions d'esprit qui leur permettaient sans doute de réaliser ces choses. Il faut aller bien au-delà, il faut trouver des gens d'une culture qui était autre, qui était beaucoup plus évoluée et qui aurait peut-être disparu. Alors effectivement, nous pensons à l'Atlantide, mais sans aucune certitude. Faut-il penser à autre chose? Je ne sais pas, nous tombons ici dans le domaine des suppositions. Et à partir de cela, nous ne voulons pas rentrer dans ce système pour l'excellente raison que nous n'avons pas de témoignages suffisamment élaborés ou de comparaisons à effectuer pour obtenir des quasi-certitudes. Donc c'est tout à fait révolutionnaire de penser que non seulement ces gens-là pouvaient connaître ces choses, mais qu'il y ait de tels rapports entre l'éloignement de ces étoiles, le cosmos en général, la Terre et la pensée humaine. Vous voyez, la relation se fait implicitement et c'est absolument merveilleux de faire ce type de découverte. Eh bien tout ça se trouve dans les recherches que nous avons pu établir. Ceux qui nous disent que l'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, ce sont ou les politiques, ou les gens qui n'ont jamais fait d'approche mathématique. Parce que si l'on peut faire avec 2 chiffres des rapprochements, avec 3 encore, avec 4, plus nous avançons et nous travaillons à 8 ou 10 décimales, plus nous avançons dans ce domaine, moins ces choses-là peuvent avoir une consistance quelconque. Ce n'est pas possible. C'est totalement impossible.
Donc justement, ce qui fait l'harmonie de ce que nous découvrons, c'est que ces chiffres à 7 ou 8 décimales s'assemblent à la perfection. En partant de chiffres parfois très simples comme le 1, n'est-ce pas, et nous découvrons le soleil. Voilà, nous avons par exemple aussi le 3 et le 4. Si nous divisons le 3 ou si nous multiplions le 4, si nous additionnons ce chiffre, nous avons alors un chiffre comme 21 avec des décimales. Et si nous rapportons ce chiffre à la valeur moyenne de la Terre, eh bien nous obtenons sa valeur au pôle ou sa valeur à l'équateur. C'est absolument stupéfiant. Comment avec le 3 et le 4 à la base, eh bien nous pouvons avoir une telle réalité. Voilà ce genre de découverte que nous avons pu faire et qui est tout à fait bouleversante, qui remet beaucoup de choses en question, quoi. Ce que nous pouvons prouver, c'est que ces choses ne sont pas le fruit du hasard. Hein. Ce n'est pas possible. Il y en a trop, il y a trop de correspondances, trop de choses qui coïncident dans une harmonie parfaite. Donc on est obligé d'envisager, par exemple, quand nous citons ne serait-ce que les années-lumière, mais bien d'autres choses, nous sommes obligés de penser à une harmonie universelle. Alors cette harmonie universelle est plus ou moins rejetée maintenant parce qu'on ne la comprend pas, on ne voit pas les tenants et les aboutissants, bien que les physiciens nucléaires maintenant soient à peu près persuadés de la chose pour une toute autre raison. Mais cette harmonie nous oblige à concevoir un principe créateur. C'est-à-dire une intelligence à caractère universel qui gérerait le monde en laissant toute la liberté aux êtres humains que nous sommes d'agir comme bon leur semble pour une évolution intrinsèque de chaque individu. C'est ce que nous pensons. Avec les années et des années de travail, eh bien, nous sommes arrivés à un point maintenant où nous pensons réellement cela. C'est-à-dire que ces êtres supérieurs, omniscients, comme je vous l'ai dit, avaient franchi un seuil d'état de pensée qui leur permettait peut-être de venir en aide à des gens comme nous qui sont en évolution, mais qui sommes en profonde interrogation aussi sur notre raison d'être, et nous faire franchir un seuil décisif, à condition, bien sûr, que nous veillons nous-mêmes à notre élévation et que nous ne nous contentions pas simplement de vivre au jour le jour, sans état de pensée, si ce n'est celui très rationnel, n'est-ce pas, de combler nos difficultés ou d'assainir le terrain devant nous matériel. En fait, ces gens-là auraient fait en sorte de placer en évidence des choses qui n'ont aucune consistance. Et ça aurait été, et c'est, puisque nous l'avons en partie découvert, à l'être humain de les réunir pour trouver cette harmonie qui est indispensable à notre élévation, à notre évolution supérieure, à notre franchissement de cap. Ce que nous pouvons dire en ce qui concerne justement la réalité d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier, ou tout au moins celle des Égyptiens, c'est qu'aujourd'hui nous sommes rivés sur la matérialité à outrance et elle nous occulte toute autre chose qui tient au ressenti, à l'intuitif, n'est-ce pas, des individus. Alors nous faisons fi de ça. Alors qu'un individu, un être humain, c'est un complément. Non seulement il doit avoir une réflexion appropriée sur les choses de la vie, bien évidemment,
mais il doit suivre aussi des capacités intérieures, n'est-ce pas, qui se manifestent par des tendances, par des appréciations subtiles qu'il doit développer et qu'il doit intimement marier avec ses capacités déductives. Hein, c'est-à-dire que il y a un mariage agréable que nous devons exercer entre l'intuitif et le discursif. Et c'est rarement le cas. Bien souvent, nous nous livrons par nécessité, la plupart du temps, à la matière, et petit à petit, nous fermons ces portes intérieures. Ces portes intérieures étant fermées ou oblitérées, nous ne parvenons pas à concevoir qu'il existe un autre système, d'autres perceptions, une réalité parallèle qui nous permettrait de vivre autrement. Nous voyons cette matérialité en quelque sorte, et qui est basée sur le rendement, la rentabilité, l'argent, nous envahit à tel point qu'elle ne nous permet pas une évasion intérieure. Et c'est absolument terrible, parce que nous ne pouvons pas vivre en tant qu'individu, dans toute l'acceptation du terme, nous ne pouvons pas vivre que de choses purement matérielles et purement concrètes. D'ailleurs, quand nous en arrivons là, nous tombons sur les phénomènes d'apparence. C'est-à-dire que ce n'est que l'apparence qui compte à nos yeux, non pas le fond, mais simplement l'apparence. Hein, nous le voyons dans toutes les démonstrations qui sont faites à la télé, dans les shows ou dans toute autre chose. Nous vivons que sur l'apparence. Et nous applaudissons à l'apparence, alors que derrière cette apparence, il y a des problèmes collectifs, personnels, des fois des drames, mais nous ne les voyons jamais. Nous voyons que l'apparence. Or, que l'être humain vit dans un état de plénitude qu'il est obligé d'assumer, de désarroi parfois mental, dû à toutes sortes de phénomènes existentiels. Donc si nous n'avons pas ces ressources intérieures qui nous permettent d'envisager la vie sous un autre aspect que celui purement matériel, eh bien c'est un manque grave pour notre évolution. Imaginez-vous que nous soyons avertis de choses plus subtiles que celles que nous pouvons concevoir. Eh bien, on se rendrait à l'évidence, c'est-à-dire que si on était piloté en quelque sorte d'une manière ou d'une autre, ou conseillé des tas de choses, nous perdrions notre libre arbitre, nous n'aurions une évolution qui ne dépendrait que de ce que l'on nous indique, ou ce qui nous est indiqué par des êtres que nous qualifierions de supérieurs, par exemple. Et ceci nuirait à notre évolution propre. Pour évoluer, il nous faut avoir des contradictions, avoir des épreuves de toutes sortes, et de parvenir à en triompher. C'est ce qui fait le propre de l'intelligence et de l'évolution. Je vous dirais que, un petit peu sans prétention aucune, bien sûr, car en fait nous sommes que des tireurs de rideaux, Mathieu et moi, hein. Je pense que c'est le cas. Il ne faut pas avoir d'autres prétentions. Mais c'est un peu ce que nous ambitionnons d'être, et nous espérons que de par le monde nous ne serons pas les seuls, c'est de démontrer qu'il y a autre chose, que vraiment il y a autre chose sur lequel il faut se pencher, et arriver à un raisonnement tout à fait différent de celui que nous avons, qui est limité, comme je vous le dis, à notre technologie, à
la facilité de plus en plus grande, qui est une sorte d'asservissement, sans que nous nous en rendions compte. Et qui plus est, les techniques vont tellement vite que nous ne sommes plus à même de les posséder. C'était encore le cas il y a une vingtaine d'années, ça ne l'est plus aujourd'hui. Quand quelqu'un raisonne en disant je connais parfaitement ceci, etc., c'est une des dernières techniques, au moment où il prononce ces mots, il est déjà dépassé par des techniques nouvelles qu'il ignore au bout du monde. Donc tout ça est très grave. Donc pour stopper ceci, il ne faut pas d'interdits. Les interdits maintenant sont dépassés. Il nous faut une nouvelle façon d'évoluer avec des principes qui soient adaptés à notre situation d'être humain, car nous évoluons moins vite, nous, que les technologies que nous mettons au point. Alors vous me direz, mais ce sont bien les hommes qui mettent au point ces technologies. Non, ce sont des équipes en général. Et en rassemblant tout ce que les hommes font, il est évident qu'on arrive à des données supérieures qu'un seul individu, lui, ne peut plus accepter. Ou alors, s'il les accepte, il en est plus ou moins tributaire à échéance. Nous tombons encore comme la question que vous m'avez posée précédemment, quand vous m'avez demandé d'où venaient ces gens qui étaient susceptibles de construire la pyramide. Je vous ai dit que j'étais incapable de répondre à cette question. Eh bien, là non plus, vous comprenez, ça fait partie... alors, il y a des médiums, il y a des gens qui sont suffisamment sensibles pour envisager de telles choses. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là, c'est-à-dire que nous n'exploitons pas, si vous voulez, le ressenti que nous pouvons avoir. C'est pas que nous en soyons démunis, mais à partir de l'instant où nous en donnons preuve, à partir de l'instant où nous essayons de concrétiser, si vous voulez, ces états de pensée, nous tombons où nous nous heurterons, si vous voulez, à des critiques absolument légitimes. Nous dirons, mais d'où prenez-vous ça? Quelles sont vos sources? Parce que les gens sont très pragmatiques et ils ont raison de l'être, quoi. En somme, notre rôle, nous, est de marquer, d'établir un lien entre ce qui est extrêmement matériel, cette matérialité que vous évoquiez et que nous ne pouvons pas fuir parce que nous sommes enrôlés dans le système, et ce qui est à la limite, qui fait partie à la limite d'un état spirituel supérieur. Voilà, il y a une distance entre les deux, très marquée. Nous voudrions, et nous en avons les moyens, semble-t-il, d'être le lien qui ferait que nous pouvons établir un voyage entre cette matérialité et cette subtilité d'un état que nous pouvons pressentir, mais que nous ne pouvons ni évaluer, ni démontrer, ni connaître d'une manière formelle. Seulement, comme nous établissons, nous, des preuves qui sont entre ces deux états, c'est déjà une étape considérable qu'il nous fallait accomplir.